Et aujourd'hui, on va parler de l'esprit ou l'amour. Et c'est Isabelle qui va être la principale animatrice. Est-ce que c'est toi qui commences par nous lire le fameux, hein? Je veux bien. Allez, vas-y. Je te laisse la parole à partir de maintenant et je suis là pour te soutenir. Un grand merci pour ton soutien et votre présence. Alors, bonsoir ou bonjour, non, c'est bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire. C'est un webinaire gratuit proposé par les trois principes francophonie. Et les trois principes francophonie sont la branche francophone des 3PGC, c'est-à-dire la communauté globale des trois principes. Cette 3PGC est une organisation à but non lucratif qui s'engage à diffuser les trois principes mis en mots par Sydney Banks. Les trois principes permettent de comprendre le mécanisme de l'expérience humaine. Parce que quand on voit avec clarté d'où viennent nos émotions et qu'est-ce qui déclenche nos actions, il y a de plus en plus de moins en moins de déséquilibre et de plus en plus de facilité. Notre résilience naturelle peut de nouveau s'installer et notre sagesse universelle refait surface. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, et puis nous comptons sur vous pour nous proposer des sujets pour tous les webinaires à venir et enrichir tous nos échanges de vos expériences, que ce soit dans le groupe Facebook ou en nous envoyant des messages justement pour les prochains webinaires. Donc voilà, vous savez tout. Et ce soir, le sujet, c'est l'amour ou et l'esprit. Et ça peut surprendre au premier abord parce que on mettrait pas forcément l'amour et l'esprit dans le même panier. Mais en fait, la raison du choix de ces deux mots, c'est évidemment Sid Banks qui est coupable, en ce sens que le premier de ces principes, qui s'appelle Principle of Mind, a été traduit en français par principe de l'esprit. Personnellement, puisque je plaide coupable avec le premier livre sur les trois principes en français, je l'avais traduit par principe de vie. On va parler de la même chose. Pour moi, l'esprit paraît peut-être moins près de l'amour que la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cet amour, ce principe de vie ou d'esprit dont on va parler? Moi, j'en ai parlé en disant, c'est le grand rien à la source du grand tout. Pour moi, c'est vraiment cet espace dans lequel toute notre vie se passe. C'est donc quelque chose qui n'a pas de forme, qui est de l'énergie pure et qu'on ressent comme un sentiment. On sait qu'on est dans ce principe de vie, qu'on est dans cet amour, qu'on est dans la vie dans sa globalité, quand on ressent ce good feeling, comme disent les Anglais, c'est-à-dire un sentiment de bien-être, de quiétude intérieure, de sérénité, qui peut se ressentir physiquement comme un souffle plus large, un corps plus léger, plus d'agilité dans les articulations, quelque chose d'apaisé. Et quand on parle de la vie en général, on a tendance à ne pas la voir dans sa globalité, mais justement à la voir compartimentée. Notre vie professionnelle, notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie amoureuse. On met tout dans des petites cases. Et puis là, forcément, ce sentiment d'expansion et de plénitude, il prend un coup dans l'aile.
Mais on pourrait se demander comment il se connecte à l'amour. Et comme j'ai parlé du sentiment avant, qui est ce sentiment de plénitude, là on voit que c'est la même chose. C'est la même chose. Mais ce sur quoi je voudrais insister avant de vous donner la parole, c'est que ma façon de parler de ce principe de vie, c'est aussi une façon de dire oui à la vie, dans le sens qu'on dit non au compartiment et qu'on dit oui à tout dans sa globalité. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus rien de séparé, il n'y a plus rien de fragmenté, il n'y a plus rien de fracturé, plus rien de fragilisé, tout est un. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand on comprend l'amour, hein, peut-être avec un petit A, parce qu'on pense à l'amour filial, l'amour parental, l'amour dans une relation de couple, l'amour dans une fratrie, euh, il y a toujours des tas de conditions, et puis il y a toujours quelque part le risque qu'on nous quitte, qu'il y ait une expérience traumatisante qui se passe et qui déstabilise le tout. Donc on est un peu sur la sellette, en déséquilibre, en espérant que l'amour va rester, mais c'est un peu des sables mouvants. Et là, ce que nous montre Sid Banks avec ce principe de vie ou ce principe d'esprit, c'est que l'amour, si c'est bien cet espace dans lequel tout se passe, c'est sous-jacent. C'est pas au niveau du contenu, c'est au niveau du contenant. Là, les circonstances qui vont traverser notre expérience n'aura absolument aucune importance. Absolument aucune importance. Parce que quand on baigne dans ce sentiment de plénitude, eh ben on peut tout accueillir. Absolument tout accueillir. Et tout ce qu'on va accueillir sera imbibé de ce ressenti de sérénité. Et ça peut paraître intellectuellement un peu surprenant d'imaginer qu'il pourrait y avoir des choses qui se passent et qui n'aient pas le pouvoir de nous faire sortir de ce sentiment-là. Et forcément, je pense à l'exemple pour moi le plus spectaculaire, qui est l'exemple de Mara Olsen, qui, dans sa jeunesse, lors d'un voyage au Venezuela, a été braqué. Donc, un jeune homme a mis un pistolet sur sa tempe et elle a ressenti une sorte de d'amour universel. En fait, elle était dans ce même espace que cet homme qui en voulait à sa vie. Et dans cette énergie qui nous embarque tous, cet homme l'a aussi regardé, leurs regards se sont croisés, il a lâché le pistolet et il n'est rien arrivé à Mara puisqu'elle est encore là pour témoigner. Et moi, quand j'ai lu cette histoire la première fois, il y avait une partie de moi qui sentait que il y avait du plausible là derrière, mais il y avait une partie de moi qui disait, bon, ça c'est l'étoffe des héros, ça arrive à Mara, mais ça va certainement pas arriver à tout le monde, et puis ça c'est une chose, voilà, qui fait rêver, mais qui ne sera jamais notre réalité. Dieu merci, je n'ai jamais vécu ce genre de circonstances. Et je ne vais pas raconter l'histoire de la cyberattaque que j'ai racontée, mais c'était une attaque. C'était pas ma vie qui était en jeu, c'était juste toutes mes données et mes finances. C'est déjà pas si mal. Mais là, j'ai vu, dans une situation d'agression, je me suis retrouvée dans ce même état-là.
dans ce même état de communion avec cet homme que je ne connais pas, que je reverrai sans doute jamais. Et c'était 2 heures magiques, avec une fin aussi magique que celle de Mara, à savoir qu'il ne m'est rien arrivé, ni dans mes données, ni dans mes finances. Et c'est pendant ces circonstances-là que je vois que on est porté par la vie, on est porté par cet espace ne risque rien, quoi qu'il passe, quoi qu'il y traverse cet espace, l'espace n'est pas touché, c'est comme un miroir. On peut mettre les images les plus horribles devant un miroir, le miroir ne sera pas blessé, le miroir est intouchable. Et en ce sens, c'est ce que je, c'est ce que je vois de plus en plus, la magie de cet amour universel qui nous embarque et nous englobe tous, et en même temps qui nous porte. Et ça met beaucoup de légèreté dans tout parce que on peut toujours avoir des envies, des projets, des choses qui vont nous faire plaisir, et c'est magnifique. Mais même quand on fait rien, c'est déjà très très bien, et des fois c'est encore plus magique. Je vais vous inviter à partager ce que ce thème évoque pour vous avec des expériences, si vous avez envie, avec tout ce que vous avez envie de déposer. On est en Je, petit comité. je vais y mettre mon grain de sel pour commencer, puisque Vas-y. on s'était dit qu'on animerait ce webinaire tous les deux. Euh, Quand j'ai commencé mon podcast il y a 1 an et demi maintenant, je ne l'ai pas commencé avec les trois principes. Je l'ai commencé avec la question qui suis-je? Parce que c'était vraiment la question qui m'avait permis de, de vivre une révolution à l'intérieur. Les trois principes étaient là, mais en périphérie. J'étais pas, je trouvais ça bien, mais je j'étais pas toujours complètement connecté avec ce que ça racontait. Ok, Universal Mind, Universal Consciousness, Universal Thought. Oui, je crée la réalité avec mes pensées, oui, 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 c'est sûr. Mais je passe mon temps à l'oublier. Et je me disais, c'est bizarre que je passe mon temps à l'oublier. Si les choses étaient bien faites, normalement, tout le monde devrait voir ça. On crée la réalité avec nos pensées. Et quelque chose qui a l'air de pas être tout à fait aligné avec ça. Et puis, chemin faisant, expériences de la vie faisant, et les rencontres aussi, et puis les opportunités d'approfondissement ont fait que plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte que cette compréhension, elle est absolument extraordinaire. Mais c'est juste une compréhension, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous... C'est pas une thérapie, c'est pas une méthode, c'est pas un système, c'est juste la vérité dévoilée. Et aujourd'hui, on a ce thème, esprit ou amour. Parce que Sydney Banks, il dit pas Universal Love, il dit Universal Mind. Toi, tu traduis dans ton livre Principe de vie, même si en anglais, mind veut dire esprit. Lui, il pointe vers une énergie primordiale, l'énergie sans forme primordiale dont nous sommes faits. Nous sommes cette énergie qui prend forme. Et ça, c'est le message de la non-dualité, pratiquement dans toutes les traditions spirituelles qui ont une tradition non-duelle. C'est-à-dire,
Nous sommes la non-forme qui prend forme, nous sommes l'unité qui se localise. Et cette unité qui se localise, ce serait donc notre essence, c'est, alors dans la New Age, on dit l'énergie. Ça pourrait être aussi Universal Energy. Mais il y a des gens qui mettent amour. Et un de mes, disons, un des guides spirituels, je préfère dire guide que maître, parce que maître, ça nous met toujours en dessous, alors qu'on est tous à égalité. Tous et toutes absolument à égalité. Il n'y a personne qui sache mieux que d'autres. On a tous une expérience absolument unique et notre expérience vaut autant que n'importe quelle autre. Mais il y en a un en particulier que j'ai beaucoup suivi, que j'ai beaucoup écouté pendant un certain temps, c'est Rupert Spira. Et Rupert Spira dit You are the happiness you seek, tu es le bonheur que tu cherches, tu es l'amour que tu cherches, etc. Et tant que j'en avais pas fait l'expérience pour moi-même, je trouvais ça très beau. Mais là aussi, je disais, comme tu disais pour Mara, tu sais ça, tu l'appelais comme ça. Je me disais, oui, il y a des gens qui ont la chance de, ben oui, ils ont comme ça, ils ont une espèce de karma, ça leur est tombé dessus, c'est merveilleux. Mais moi, moi, je vais jamais avoir ça. Moi, je sais bien que j'ai les deux pieds dans la glaise, ça va pas m'arriver. L'amour de soi, oui, c'est bien gentil comme on le fait. Et puis ça m'est tombé dessus. Bon, je le raconte en détail dans mon podcast, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais depuis que ça m'est arrivé, il m'est absolument plus possible de ne pas voir que quand on met le mot amour, alors c'est peut-être une occidentalisation parce qu'il y a, par exemple, comment il s'appelle, Sadhguru, qui est je ne sais pas si vous connaissez Sadhguru. Sadhguru, il n'aime pas l'idée qu'on puisse mettre le mot amour. Il dit ça, c'est vos trucs d'occidentaux romantiques. Sauf que, et je l'ai partagé récemment dans des clips que j'ai mis sur différentes plateformes, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en général quand on est on est au bord de la mort, mais on n'est pas dans la maladie ou dans l'inconscience. Non, on est au bord de la mort parce que, par exemple, on est dans un avion et on sait que l'avion va aller s'écraser. On sait que l'avion, qu'il y a Hervé qui arrive. On sait que ça y est, c'est foutu. On est dans les Twin Towers et l'avion s'est écrasé au milieu des Twin Towers, on est dans les étages au-dessus, on sait que c'est foutu. On a le choix entre griller ou sauter dans le vide. Qu'est-ce qu'ont fait les gens, la plupart des gens, pratiquement tous les gens, parce qu'on n'a pas d'exemple, enfin moi j'ai pas jamais lu de contre-exemple, ils n'ont pas envoyé des messages de haine, ils n'ont pas envoyé, non, ils se sont tournés vers leurs plus proches, ils ont envoyé des messages d'amour pour dire je t'aime, on se reverra pas, mais je veux que tu saches que je t'aime. Ça a été des messages aux enfants, aux conjoints, aux parents, etc. Et c'est souvent ce qui se passe, parce qu'on a souvent ces témoignages-là. Et si on est ça à quelques secondes de la mort, quand on sait que c'est fini, est-ce que c'est pas forcément ce qu'on est? Est-ce que c'est pas forcément notre nature? Pourquoi on n'est pas dans la rébellion? Pourquoi on n'est pas en train de dire tout le mal qu'on pense de la vie? Qu'est-ce que c'est que cette vie qui nous a foutus dans dans cette situation insupportable? Il y a peut-être des gens qui ont écrit ça, hein. Mais c'est pas ce qui se passe en général. Et puis, même chose quand on observe les enfants. Moi, j'ai une petite fille d'1 an. J'ai l'occasion de regarder comment elle. J'ai du mal à ne pas voir à quel point elle a l'air d'être d'abord et avant tout l'expression de la joie, l'expression de la vie, de quelque chose qui veut absolument s'exprimer, qui déborde de partout. Et c'est plein d'amour. Et puis je regarde mon chien, c'est pareil. Alors évidemment, si je regarde Poutine, c'est pas pareil. Ou si je regarde les mollahs, ça n'a pas l'air d'être pareil. Mais comme tu disais, Isabelle, avec cet exemple de Mara et du pistolet sur la tempe, ou ce que tu as vécu toi avec ton hacker là, qui avait récupéré l'argent sur ton compte avant de le remettre, ça marche pas à tous les coups, cette histoire-là. Mais je constate, moi, pour moi, dans ma vie, aujourd'hui, dans mon rapport au monde, dans la manière dont j'interagis aujourd'hui avec le monde, avec ma peur qui s'est pratiquement complètement disloqué, j'ai plus cette peur-là. J'ai toujours la peur, si je vais marcher dans la forêt la nuit, oui, bah, j'ai la peur primale des primates, quoi. Oui, je l'ai toujours. J'ai des frissons et tout, je suis pas très. Mais c'est pas la peur, ça.
C'est pas la peur que j'ai vécue toute ma vie avec ma timidité, de m'adresser aux gens et tout. Maintenant, ça s'est complètement retourné. Je peux m'adresser à tout le monde, y compris les gens qui parlent pas ma langue. C'est complètement fou, franchement. Dans ma vie, je comprends même pas ce qui m'arrive. Et je vois comment mon changement d'attitude modifie l'autre. C'est incroyable, ça. Alors, peut-être que c'est juste un pari, peut-être que c'est un acte de foi, mais je n'arrive pas à voir comment on pourrait être autre chose que de l'amour et comment cette énergie dont nous sommes faits, ce serait pas ça. Et donc, du coup, je suis devenu de plus en plus un puriste des trois principes, et c'est la raison pour laquelle j'écris les trois principes pour les nuls, c'est la raison pour laquelle j'ai traduit The Missing Link, le chaînon manquant de Sydney Banks, parce que je pense qu'avec ces trois principes, on a reçu un cadeau phénoménal pour changer la conscience du monde beaucoup plus vite que s'il fallait se farcir toutes les écritures de l'Inde ancienne, de la Chine, y compris la Bible d'ailleurs, parce que en plus, c'est controversé. Là, c'est pof, simple, occidental. Et on a sans doute besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de s'adapter très vite, parce qu'on sait très bien ce qui est en train de se passer. Et après avoir longuement parlé, je vais laisser la parole à Jonathan. Merci. Bonsoir tout le monde. Euh, En fait, en vous écoutant parler, il m'est venu deux choses qui finalement se sont liées entre elles dans mon esprit. Euh, il y a quelques mois, j'écoutais une interview du philosophe Denis Marquet et à un moment, il a dit quelque chose. Alors, je me rappelle plus ses mots exacts, mais ça a mis quelque chose ça a fait du sens à l'intérieur de moi. C'est comme si ça mettait en forme quelque chose, une insight, on va dire. Et, euh, et en fait, ce qu'il disait, non, la manière dont moi je vais le dire, c'est personne n'a jamais vu l'amour, comme personne n'a jamais vu la vie. Moi, je crois je vous ai déjà une fois exprimé que j'aimais beaucoup les mots et leur sens et ce qu'on peut faire avec. Et j'aime beaucoup qu'on respecte les mots. Et en fait, pour moi, les sciences biologiques se trompent en essayant de définir la vie. Tout ce qu'ils font, c'est définir le vivant. Ils ne font rien d'autre que définir le vivant, c'est-à-dire la vie en expression, la vie en train de s'exprimer, en train de se manifester, en train de prendre forme. Mais la vie, ils ne la voient pas, et d'ailleurs c'est tellement compliqué pour eux que encore aujourd'hui, ils ne sont pas tous d'accord sur une définition de la vie. Et même maintenant, j'ai entendu le concept d'infravie, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait éventuellement euh, rejoindre le qualificatif de la vie, mais pas tout à fait. Alors c'est un peu en dessous. Euh, alors je ne sais pas si dedans il y a ça, mais je ne sais pas si c'est les virus. Je ne sais pas s'ils sont dans le concept d'infravie, mais le virus est tout à fait fascinant. C'est-à-dire que le virus est inerte, non vivant, jusqu'à ce qu'il rencontre une cellule hôte, et là, il prend vie. Et donc, on ne sait pas si c'est de la vie ou pas de la vie, ou c'est en fonction des circonstances. Et l'amour, c'est pareil, en fait. L'amour, on n'en voit que les expressions. Personne n'a jamais vu l'amour ou senti l'amour ou sensoriellement parlant. On n'en voit que des expressions. Euh, et l'esprit, au sens que je pense avoir compris des trois principes, même si je suis en train d'approcher le truc à tâtons. Bon. Mais l'esprit, c'est sur les trois principes, c'est le moins accessible à l'expérience. Il est hors du champ d'expérience. L'expérience, elle commence au niveau des pensées, et encore pas toutes. Il y a des pensées qu'on n'expérimente pas. Elles sont inconscientes, elles sont invisibles, implicites. Et par contre, ce qu'on va expérimenter, c'est la vie et l'expression de l'esprit qui traverse les pensées pour s'incarner, se manifester dans la vie. Voilà, ça c'était la première chose. Et derrière, je me suis rappelé, j'ai fait une rapide recherche, que les Grecs anciens, ils avaient plein de mots pour exprimer. Excusez-moi, je fais rentrer mon chien qui veut participer. Non, il veut plus. Euh, les Grecs anciens avaient plein de mots pour exprimer amour. Et j'ai fait une recherche rapide
et j'en ai retrouvé 8. Il y a 8 mots. Alors, il y en a qui sont connus, agapé, philo, eros, voilà, et puis il y en a d'autres. Mais quand on cherche à définir ce que signifient ces mots, eh ben, tout ce qui est décrit, c'est une qualité relationnelle. Donc en fait, l'amour, en tant que concept, il est invisible, inaccessible, et dès qu'il s'exprime, c'est dans la relation. Et, euh, et vous en avez très bien parlé, Isabelle et Liv, en fait, quelque part. Bon, si on revenait sur vos mots, je crois, alors c'est peut-être pas 100%, mais presque à chaque fois que le mot amour apparaît, c'est pour parler d'une qualité relationnelle, y compris relationnelle entre soi et soi, si on peut le dire de cette manière-là. Et moi, je suis thérapeute maintenant depuis de longues années, et je suis en train de légèrement faire évoluer ma pratique en essayant d'amener ça, euh, alors pas forcément sous la forme des 3 principes ou pas encore, mais plutôt sous voilà, un peu la non-dualité, la pleine conscience, et j'essaye un peu d'amener ça. Et parmi les choses que je teste, que je pioche à gauche, à droite, j'ai réalisé que euh, on guérit d'une blessure émotionnelle en l'accueillant, en la laissant se vivre, en n'y résistant pas. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé jusqu'à maintenant pour aider les personnes à vivre ce résultat, c'est à les mettre en relation avec leurs blessures. C'est-à-dire éventuellement à la personnifier, en imaginant que cette blessure, c'est soit à l'âge de 4 ans ou à l'âge de 6 ans en fonction du contexte, en fonction de ce qui a émergé dans l'accompagnement, mais aussi en amenant les gens à porter leur attention sur ce fond d'être, que des fois j'appelle le champ perceptif. Les gens ont les yeux fermés, ils sentent une boule dans la gorge, un nœud dans le ventre, une tension dans l'épaule, et je les amène à prendre conscience que cette sensation, elle est limitée, elle a une taille, une superficie, elle a des bords, et que eux, leur champ perceptif, leur globalité est plus grand et peut accueillir ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je les invite à faire, c'est à, à saluer cette manifestation, à lui dire je te vois, je sais que tu es là. Et ça, en fait, c'est une mise en relation. Il y a une mise en relation entre quelque chose de plus grand que je suis, mon être, ma présence, et la manifestation. Et ça, c'est le début de la guérison. Et à partir de là, il y a quelque chose qui commence à se produire. Donc, juste pour conclure ce que je suis en train de dire, euh, l'esprit, on peut mettre un égal entre esprit et amour euh, dans le contexte où on va chercher à exprimer un relationnel, y compris un relationnel de moi, ou ce que j'appelle moi, ou ce que je sens comme étant moi, avec ce grand principe de l'esprit. Et ce grand principe de l'esprit, quand il ou elle m'accueille euh, et que je baigne dedans, là, il y a quelque chose de la qualité de l'amour qui apparaît, mais vécu pas tellement perçu, enfin je sais pas comment le dire exactement, hein. C'est pas sensoriel, c'est autre chose, ça peut le devenir, hein. Mais voilà. Donc esprit égale amour euh, quand j'entre en relation avec l'esprit ou quand l'esprit entre en relation avec mon expérience, ou je sais pas trop comment le dire. Voilà, c'est un peu l'idée que je voulais donner, un témoignage un peu de pas tellement, je peux pas dire que je vis ça tout le temps, ce serait complètement faux, mais par contre, j'ai euh, la chance de pouvoir observer ça dans mon accompagnement avec les autres. Ah, si je rajoute juste un petit truc, de plus en plus, je me rends compte que dans mon accompagnement thérapeutique, il arrive un moment où je suis dans une telle posture d'accueil que je me sens aimé
mon client. Enfin, aimer qui peut prendre différents sens. Hein. Si on revient sur les mots grecs, il y a différents sens. Mais je sens qu'il y a comme une qualité d'amour qui est présent là de moi envers la personne qui est en train de me consulter, plus que de l'empathie. Enfin, il y a une chaleur, quelque chose comme ça qui est présent. Voilà ce que j'avais envie de dire pour l'instant. Merci, Jonathan. Je crois qu'il n'y a pas un mot que tu as dit avec lequel je ne suis pas d'accord. Alors, je ne souhaite pas du tout mobiliser la parole, hein. C'est parce que je voyais qu'il n'y avait personne qui levait la main, donc je sentais que j'avais envie de réagir. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit qui me touchent vraiment très profondément. La dernière chose dont tu parles, cette relation d'amour qui a l'air de se matérialiser avec la personne, le client ou le patient, ça dépend comment on l'appelle. Moi, je ne suis pas un thérapeute académique puisque je n'ai pas du tout un diplôme dans ces matières-là. Et je suis un thérapeute spontané, si on peut dire. Je suis un thérapeute intuitif qui, quelque part, a décidé qu'il l'était en pratiquant. Et je me rends compte à quel point, puisque maintenant j'ai pratiquement des clients presque tous les jours, et pas seulement des clients, d'ailleurs, des relations avec lesquelles, parce que je fais partie de groupes, et puis là, je participe bientôt à une immersion avec une douzaine d'hommes qui sont eux-mêmes des coachs. Et avant l'immersion, on se croise les uns les autres, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé en 2 minutes. On est presque en larmes, l'un en face de l'autre. Tout simplement parce que la connexion est absolument immédiate quand on a compris comment ça marche. Et ça, c'est aussi une chose qui me renforce énormément dans l'idée mais comme tu dis, c'est dans la relation. Tout est relation. Et c'est ce que dit Sydney Banks, quelque part, quand il dit la non-forme prend forme et quand elle prend forme, tout devient relation. Puisque tout n'est qu'une seule chose, tout devient un tissu de relation et on est connecté. On connaît l'effet papillon, mais on est connecté avec la totalité de l'univers au même moment, en relation. On est en relation et c'est à travers ces énergies qui relationnent les unes avec les autres qu'effectivement, comme tu dis, la, 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 comment dire, on dirait que l'amour naît, quoi. Quelque chose sur lequel on va poser amour naît. Et moi, je le constate avec toujours. Il m'est de plus en plus difficile d'ailleurs de résister parfois à fondre en larmes, à me retrouver dans une vulnérabilité absolue dans l'amour de l'autre, de la personne. Et c'est pas du tout un amour romantique, c'est pas du tout une projection. C'est pas, non, on est dans le même espace, on est en relation avec une telle intensité et avec une fréquence qui est tellement accordée qu'on sent qu'on est exactement la même chose, qu'on est simplement deux localisations différentes de la même chose. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis et je vois la puissance thérapeutique de ça aussi. À quel point l'autre qui parfois en face de moi est en demande parce que c'est moi le coach, c'est l'autre qui m'a appelé, on se retrouve à- dans, dans une... C'est du soin et le soin, c'est de la relation, y compris envers soi, ce que j'ai découvert pour moi-même très récemment. Et à un moment, tu parles des parts, et bon, j'ai manifesté dans mon podcast et publiquement tout l'intérêt que j'ai pour l'IFS. Je trouve que l'IFS est une vision extraordinaire de la réalité de ce que nous vivons. Et l'IFS est totalement compatible avec les trois principes. C'est-à-dire, encore une fois, les trois principes ne sont que descriptifs. Ce n'est pas une thérapie, les trois principes. C'est juste, regardez, la vie marche comme ça. Et maintenant, vous pouvez l'appliquer de toutes sortes de formes. Et vous pouvez vous rendre compte que qu'est-ce qu'on va chercher dans l'IFS? On essaye de faire monter le niveau de self avec un grand S, la dimension verticale, la connexion universelle, on essaye de la faire monter dans toutes les parts de la personne qu'on essaye d'éveiller et de faire dialoguer. Et, et donc oui, je pense que là, avec l'IFS aussi, avec la communication non violente. Là encore, on est dans la relation. Et il y a plein de manières de voir que oui, l'amour, il se construit en relation. Et que tout est relation. Et Jean-Marc a levé la main, je lui laisse la parole. Bonjour à tout le monde.
je profite, j'interviens là, comme on dit, à la volée, parce que je veux rebondir sur ce qui a été dit par Jonathan concernant cette mise en relation qui m'a beaucoup touché. Euh, Parce que précisément, je suis à une étape de la recherche sur moi dans lequel quand je rentre en relation avec cet espace, je ne sais pas trop appeler autre chose que ce qui est appelé amour ou esprit. Je vais rester sur le mot espace pour aller là. La, la mise en relation avec cet espace-là se passe par quelque chose qui s'apparente aux émotions, que l'on peut qualifier extérieurement comme ça d'émotions. J'en suis là, par exemple, complètement imbibé. Je ne suis pas encore porté par ça parce que j'ose pas encore le faire, mais pourquoi pas. Mais il y a une espèce de rideau qui est franchi, comme dans les films où on voit là des cascades derrière lesquelles il y a des grottes mystérieuses. Et en franchissant cette cascade, il y a une espèce de frisson émotionnel qui, lorsque je me laisse porter par lui, euh, donne toutes les réponses de goût, donne toutes les réponses de saveur, donne toutes les réponses de, pas de description parce que ça se décrit pas, mais c'est comme quelque chose que je saurais et qui se découvre à cet endroit-là. Et ce que je rencontre aujourd'hui et que j'ai plaisir à partager là maintenant, dans un endroit où je ne connais personne ou presque, mais où je me sens en sécurité pour le partager, c'est que ce frisson de traversée de cascade qui me permet d'aller de cet endroit de l'endroit du quotidien à l'endroit où cet espace est beaucoup plus libre. Euh, Ce dont j'ai peur, c'est de son interprétation. Mm. Parce que lorsque cette émotion-là, lorsque je me laisse porter par ça tout simplement, j'ai très peur du malentendu que ça contient. Le malentendu, ça veut dire quelqu'un qui me cajolerait ou quelqu'un qui me blâmerait ou quelqu'un qui, je ne sais pas, qui l'accueillerait, qui ne l'accueillerait pas du coup. Et le cadeau que je suis en train de m'offrir là tout de suite, c'est de vous partager le fait que cette difficulté que j'ai à traverser comme ça cet endroit-là est quelque chose auquel je m'apprivoise Mm. juste en osant le dire. Plus que le dire, parce que le dire, c'est pas grand-chose, juste en osant le vivre. Et pour ça, je vous remercie. C'est le plus bel accueil qui puisse m'être accordé. Merci. Merci à toi, Jean-Marc. C'est vraiment très touchant. On est tous dans cet espace de vulnérabilité dans lequel on baigne. Et ce que ton partage m'a fait voir, c'est que effectivement, on baigne tous dans ce même amour, dans cette même conscience. On n'est pas séparés. Mais il y a une chose qui peut nous donner l'illusion qu'on est séparés et qu'on a besoin de restaurer la connexion. Et ça, comme tu l'as dit, c'est c'est la pensée.
qui peut passer par le jugement sous forme de toi, un jugement qui va venir dans ta tête ou le jugement que quelqu'un d'autre va porter. Et le jugement tombe toujours comme une guillotine et un coup près. Ça coupe le lien qu'on avait cru nécessaire pour connecter deux entités séparées. Mais en fait, le lien, il n'est pas dans ce maillage. Il est dessous. Il est dans cette énergie qui est toujours là. Et ça m'aide de voir ça parce que quand il y a un jugement qui tombe de l'extérieur ou de moi et que je sens tout se resserre, du coup, il n'y a plus ce sentiment incroyable. Tout, il y a une sorte de crispation, de tension. Et là, je sais, il y a quelque chose qui est tombé, un jugement. Mais c'est ce que je voulais partager avec l'image du miroir. Le miroir n'est pas inquiété. Cet espace ne craint rien, n'a rien à craindre. Tu es absolument invulnérable. Et je crois que c'était Amélie Nothomb qui avait dit ça dans un de ses romans dont j'ai oublié le nom. Celui qui aime est toujours le plus fort. Et ça, pour moi, c'est une citation incroyable. Donc, c'est beau ce que tu nous partages et lâche-toi. La vie te porte. Merci. C'est beau de voir que, comme tu l'as dit, on ne se connaît pas tant que ça, mais on a tous vu quelque part qu'on est là-dedans. Et là, on craint rien, on n'a rien à craindre. L'espace ne peut pas être endommagé. Le ciel le sait, il laisse passer les avions et les oiseaux, il ne fait pas de tri. Il laisse passer les nuages, il laisse passer les bombes, il laisse tout passer. Le ciel n'a rien à craindre. Et nous non plus. Je ne sais plus si c'est Hervé Oui, c'est Hervé. ou alors c'est Hervé. Je donne la parole à Hervé avant Estelle. Bonjour, excusez-moi de mon retard. Euh, j'ai été touché par ce que Jean-Marc exprimait. En même temps, il y a deux choses. La première, c'est, je me dis, il a tout compris, Jean-Marc. C'est c'est cette sensation, parce qu'il y a une émotion qui est rattachée à cet espace, et quand tu franchis la cascade, comme tu dis, pouf, tu y accèdes directement. Et, euh, et c'est le chemin, en fait. En tout cas, c'est mon chemin et c'est le chemin que j'ai entendu chez pas mal de gens. Sidney Bank, qui disait, si vous écoutez mes discours dans la voiture et que vous avez une cassette et que vous commencez à sentir cette sensation où vous vous sentez vraiment super bien, euh, prenez la cassette, jetez-la par la fenêtre, écoutez plus rien et restez avec l'émotion. Mais c'est ça, c'est le chemin, c'est ce petit chemin où il y a cette sensation qui commence à arriver, le sourire qui monte, eh ben c'est le chemin. C'est le chemin vers l'esprit, l'amour, qui est potentiel. La deuxième, et effectivement, dès qu'on commence à utiliser son cerveau et à juger, dès qu'on n'a plus la tête vide, ça nous sépare de cet endroit. Euh, et le potentiel, il est là, sans arrêt, présent. Et il y a cette histoire aussi dont je parlais il y a deux ou trois webinaires de position. On peut être dans une position d'amour au début, quand on commence à parler aux gens, ou on peut être en position de jugement ou dans son intellectuel, dans son intellect. Dès qu'on se met en relation à partir d'une position d'amour, ça change complètement la relation. Et effectivement, dans ces cas-là,
on peut créer des connexions qui sont extrêmement rapides. Et on est souvent beaucoup plus à l'écoute. On est plus, il y a cette position de bienveillance. Tu parles de position d'amour, Jonathan, mais il y a cette bienveillance où on veut le bien. Et cette position, je me demande même si c'est pas une position potentielle. La relation, tu parlais de la relation, j'ai l'impression que la relation, c'est la mise en forme de cette énergie potentielle qui est une énergie d'amour. Et dès que quand tu as ce potentiel et que tu es dans une belle position, tu te connectes à tout. Et dès que tu te connectes, tu le mets en forme. Tu peux te connecter à des gens, tu peux te connecter à la nature, tu te connectes avec tout ce qu'il y a autour de toi quand tu es dans cette position où t'as pas le bruit des pensées, tu es complètement connecté, tu as franchi la cascade et boum, d'un seul coup, t'es là et tu te connectes très facilement aux gens ou à la nature et tout ça d'une position qui est une position où tu as de l'amour potentiel et ce potentiel, ça résout les problèmes, c'est thérapeutique, il faut se baigner là-dedans, il faut pas en avoir peur. Jean-Marc, tu baignes là-dedans, tu vas avoir le pouvoir, tu deviens Superman d'un seul coup dans ta relation aux autres, dans ce que tu peux créer, parce que c'est de l'énergie potentielle qui est très, très créatrice. Quand il n'y a pas le bruit des pensées, pouf, ta sagesse naturelle s'exprime de manière innée et il y a plein de solutions qui arrivent. Donc, non, il ne faut pas en avoir peur, il faut se baigner là-dedans et c'est la position par défaut qui fait que tu es une lumière dans l'univers. Et, et ta relation aux autres sera, sera bien meilleure. Voilà, c'est tout. T'avais levé la main, Estelle. Est-ce que tu la lèves toujours? Oui, non, ben, Hervé a bien décrit ce que je souhaitais dire. Non, merci Hervé, c'est magnifique. Et c'est vrai que quand on réalise qui nous sommes, euh, on fait l'expérience de choses extraordinaires, extraordinaires hein, quand on réalise qu'on est cet amour inconditionnel et ce ciel qui peut accueillir tout ce qui se passe dans son espace. Et il y a des choses vraiment extraordinaires qui se passent. Mais vraiment extraordinaires. Parce qu'en fait, parfois, quand il y a trop de nuages dans le ciel, on- comment dire, on oublie. On peut oublier qui on est, qu'on est cet espace d'accueil et non le nuage qui passe. Et quand il y a trop de nuages, parfois on peut oublier et ça nous limite. Ça nous limite, on est dans le brouillard, on ne voit plus rien et ça nous empêche d'agir avec bon sens. Mais quand on réalise que c'est pas permanent, que les nuages bougent, on ne s'agite plus. Et quand on ne s'agite plus, on retrouve cette clarté d'esprit et ce bon sens. Et parfois, il suffit juste de se dire, eh bien là, je me rends compte que je me sens comme ça. Eh bien, c'est peut-être le moment de se reposer. Et qu'on n'a pas besoin d'agir sur tout ce qui se passe dans tout ce qui traverse cet espace. Et, euh, et quand on retrouve beaucoup de clarté, eh bien, on retrouve cette joie naturelle, cet amour universel. Et il n'y a plus de problème. La carte n'est pas le territoire. Merci, Estelle. Merci. À toi, Hervé.
une toute petite chose que j'ai oublié de dire, je voulais rebondir un tout petit peu sur ce que tu disais sur l'IFS et aussi ce que disait Jonathan. Euh, Cet accueil bienveillant, c'est la base. Si tu accueilles ce que dit l'autre, et même en IFS, c'est les parties quelles qu'elles soient, les parties ou nos zones d'ombre, quand on parlait de l'amour de soi, d'accueillir nos zones d'ombre, d'accueillir nos parties qui sont problématiques, entre guillemets, avec bienveillance, d'établir cette relation, baigner tout ça d'amour, c'est thérapeutique. Et, euh, et donc cet accueil bienveillant, c'est aussi une position qu'on peut avoir vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres. À chaque fois que quelque chose vient, d'accueillir ça avec bienveillance, c'est une position de base qui, euh, qui fait des miracles. Voilà, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Jonathan au début de son speech, Mhm. son intervention. Moi, je pourrais ajouter une chose là-dessus parce que j'ai parlé tout à l'heure de la peur. Donc la peur qui est très humaine parce que c'est vraiment... moi, aujourd'hui, je la vois comme la production de ce que j'appelle le logiciel de l'ego. C'est tout simplement un truc de survie à la base, la peur. C'est ce qui nous fait soit nous sauver, soit nous figer, soit nous retourner pour nous battre. C'est ça la peur. Mais il y a deux peurs pour moi et c'est ce que j'ai vu, c'est la fameuse cascade que j'ai traversée, la cascade de Jean-Marc. Moi, j'ai traversé, j'ai cette sensation d'avoir traversé la cascade de la peur. Je pense qu'autrement, j'aurais jamais été capable de montrer ma trombine sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui que ça prend un peu, qu'en plus je suis très actif parce que je joue, je m'amuse beaucoup à ça, en fait, à jouer, à mettre des petits clips et des trucs. Et comme en plus je suis allé sur TikTok, je m'en prends, on ne peut pas imaginer ce qu'on se prend comme insulte, comme violence. Enfin, on sent qu'il y a des gens, oui, qui sont quelque part cachés derrière leur agressivité, mais qu'est-ce qu'ils cachent? Et ça, c'est quelque chose que j'arrive à voir et ça génère beaucoup plus de compassion. Avant, je pense que je l'aurais pris pour moi, évidemment. Je me serais dit, oh, je suis menacé, il faut que je me défende. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je vois ça, c'est-à-dire je vois la peur de ces gens qui la retournent simplement en agressivité et ça génère chez moi une compassion qui est vraiment réelle, en fait. Je m'aperçois de ça et et je cherche le lien parfois. Je n'évite pas le truc, j'efface pas le commentaire, je cherche le lien. Puis parfois, ça donne rien, évidemment, parce qu'à distance comme ça, et puis quand quelqu'un qui est pas du tout prêt à entendre. Moi, je suis très, très radical là-dessus. Faut pas donner à boire aux gens qui n'ont pas soif. Et quand on s'affiche sur les réseaux, bah, ça tombe un peu partout, hein. Et ça tombe sur des gens qui n'ont pas soif et qui sont comme énervés parce qu'ils reçoivent ça alors qu'ils n'en ont pas envie. Alors du coup, ils vous le disent. Mais, euh, mais comme il y avait ce mot qui est venu dans ta bouche, Jean-Marc, à un moment, tu as dit la peur du malentendu, par exemple. J'ai vu pour moi-même à quel point, en fait, la compréhension, et je pense que là, je peux parler de la compréhension des trois principes, m'a aidé à me, je dirais pas me débarrasser, parce que c'est pas vrai. Il y a toujours une situation qui peut tout à fait nous challenger, puis faire que, bah, en fait, on s'aperçoit qu'on croyait avoir avancé, puis hop, on se la prend dans la tronche, et puis ça génère chez nous tellement d'émotions que bah, on n'arrive pas à retrouver le présent, on n'arrive pas à retrouver la paix, le calme dans l'instant, comme ça, toc. Mais quand même, ma transformation, j'en ai parlé tout à l'heure, radicale, c'est vraiment mon rapport aux autres et à la relation, et cette capacité d'être en relation avec n'importe qui aujourd'hui, moi qui tremblais de trouille quand il s'agissait de s'adresser à un inconnu dans la rue pour lui demander mon chemin ou lui demander l'heure. Je n'en étais pas capable physiquement. J'étais complètement envahi d'angoisse, de peur du malentendu et de jugement vis-à-vis de moi, évidemment, parce qu'il y a aussi cette
cette idée que le malentendu il peut être à l'intérieur de moi. Je peux me faire avoir moi-même. Je peux quelque part, oui, me trahir moi-même, etc. Et ça, je pense que c'est un chemin sur lequel je suis et où je sens que j'avance et où je vois des progrès au sens où je vois la paix qui s'est installée dans ma vie alors qu'elle n'était pas là avant. Jonathan a levé la main. Ouais. Euh, Tout à l'heure, tu as cité, enfin, tu as parlé de Sadhguru, et c'est une personne que je ne connais presque pas, mais en réfléchissant, je crois qu'aujourd'hui, je suis tombé sur une citation de lui, comme par hasard. Quasiment sûr que c'était Sadhguru, l'auteur de cette citation. Et ça parlait un peu de ce dont on est en train de parler ce soir. Sa citation était en anglais, donc je ne vais pas pouvoir la reformuler en anglais, je vais essayer de l'interpréter à ma sauce en français, mais en gros, il disait, moi, je me sens pas connecté avec les autres. Parce que pour se sentir connecté, il faudrait d'abord qu'il y ait une séparation au départ. Moi, je me sens séparé de personne. Un truc, voilà. En gros, c'est ça sa citation. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on dit, parce que euh, quand, quand on parle de relations, euh, Hervé a parlé à plusieurs fois, il a utilisé le mot connecté, et il disait mettre l'amour qui se met en forme. Euh, il y a un peu de ça, quoi, en fait. À partir du moment où on met quelque chose en forme, euh, euh, même si on, même si on, même si Sadhguru, lui, choisit de porter son attention sur l'unité, euh, euh, donc il choisit d'insister là-dessus, et donc c'est pour ça, ou peut-être qu'il veut pas entendre parler d'amour et qu'il trouve que l'amour c'est un truc d'occidental et tout ça. Et c'est une manière de voir, de vouloir mettre tellement l'accent sur le fond d'être, sur Universal Mind, éventuellement Universal Consciousness. Euh, euh, mais d'un autre côté, et j'ai pensé à ça, Liv, quand tu parlais euh, des commentaires sur TikTok. Euh, Si on suit ce que dit Sydney Banks, tu as créé ces commentaires sur TikTok. Tu vois? Et, euh, et après, tu n'as plus qu'à rentrer en relation avec. Et enfin, voilà, ben, je ne suis pas du tout en train d'essayer de dire ce que tu devrais faire. C'est juste que ça m'est venu à ce moment-là. En fait, je me suis dit, mais en fait, euh, la forme presque ultime d'amour, ce serait presque un amour pour son enfant, son fruit, sa création. En fait, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas d'où ça vient, c'est mystérieux, c'est invisible. J'ai créé ça et je le vois devant moi. Et ça me sert de miroir et j'aime ce que je vois ou j'aime pas, hein, mais si j'aime pas, j'en suis conscient. Je suis conscient qu'il y a une part de moi qui aime pas, qui se ferme, qui est blessée, qui a mal. Voilà, là tout de suite, je me rappelle plus s'il y avait un but à mon intervention. C'était ce qui se sentit comme ça. Et Mm. donc là, j'arrive à la fin. J'ai terminé. Merci. Merci, merci beaucoup, Jonathan. Tu as dit un truc par rapport à Sadhguru. Moi, je connais un peu le travail de Sadhguru. J'ai lu son livre et puis je le suis sur les réseaux sociaux et il a un truc qui, moi, m'amuse beaucoup, c'est d'abord, il est très drôle, il a beaucoup de sens de l'humour et il aime bien provoquer. Et en même temps, derrière ces provocations, je trouve que au début, j'étais un petit peu. En plus, il a vraiment une allure de gourou totale, quoi. Il a une espèce de barbe blanche magnifique et tout. Mais il est drôle et je pense que cette idée qu'il n'y a pas besoin de connecter parce qu'on est déjà connecté, mais c'est complètement vrai. Ça me rappelle une phrase de Didier Weiss dont je suis pas toujours d'accord. Enfin, je suis pas toujours d'accord avec lui au sens où je ressens pas forcément ce qu'il partage, mais
Mais il a dit un truc une fois, et je me rappelle, ça m'a vraiment plu. Il m'a dit, il n'y a rien à faire. Et Sydney Banks n'arrêtait pas de dire, il n'y a rien à faire, mais il y a à défaire. Et c'est ça, je pense, vers quoi Sadhguru pointe. C'est qu'il y a un truc à défaire dans ce qui s'est construit, dans cette espèce de croûte de conditionnement qu'on a autour de nous et qui nous empêche de voir ce que nous sommes. Et là, je peux parler de ce que nous faisons avec Jean-Marc et de ce qu'on essaye de mettre en place. La vulnérabilité, la possibilité de se montrer vulnérable, c'est une manière de casser cette croûte, si on peut dire, sans mauvais jeu de mots, et qui permet de connecter instantanément au fait qu'il a raison, Sadhguru. Il n'y a pas de déconnexion. On est la même. Il y a une seule chose, on est la même chose. Et par contre, oui, je pense que, et là peut-être aussi c'est le truc des Occidentaux, à mon avis c'est la même chose en Inde et tout, hein, mais on a toute cette espèce de croûte de conditionnement, c'est ce que l'ego a fabriqué autour de nous, c'est cette identification à ce petit moi séparé qui ne nous donne pas accès à ce que Marc Gaffney appelle notre moi unique, et notre moi unique, il est hyper connecté avec tous les autres moi uniques, parce que c'est la même chose en fait. C'est la même chose sous une autre forme. Et j'adore cette idée-là. Je trouve que, ben, elle me parle en tout cas. Et encore une fois, on en revient à l'essence, parce que Sydney Banks parle aussi, il utilise le mot essence, l'essence de ce que nous sommes. Hervé, parce qu'Estelle est sortie du cadre, donc elle a levé la main avant toi, mais elle n'est plus là. Euh, Sur cette histoire de connexion, c'est un point qui est quand même un point, à mon avis, assez important parce que j'ai l'impression que toute notre vie, on recherche à se connecter à l'autre. Avant tout, on cherche les connexions. Donc ça prend énormément de notre énergie vitale, c'est de se connecter, on essaye de se connecter à des personnes. Euh, Entre 1 et 2 ans, c'est là où on réalise qu'on n'est pas la maman. On est différent de la maman. Et c'est la première blessure et la première. D'un seul coup, on est une autre personne. Et d'un seul coup, on est en danger parce qu'on n'est plus tout seul. Parce qu'on est tout seul. Donc, il y a tous ces trucs-là qui se mettent en route. Et derrière, dans la vie, on va toujours commencer. Bon, effectivement, c'est le concept d'ego qui se met en marche. Et ce qui est dingue, c'est que des pensées, hein, l'ego, ça n'existe pas. Mais on commence à vouloir. Il y a moi, après il y a moi et ma mère, après il y a moi et ma famille. C'est le groupe. Donc on essaye toujours d'appartenir à un groupe. Il y a le groupe de la famille, il y a le groupe du village, il y a le groupe professionnel, il y a je suis blanc et donc ces concepts d'identité où on appartient à un groupe pour pouvoir être connecté et tout un tas de mécanismes qu'on met en place sans arrêt dans nos relations pour se connecter, même de mauvaise manière, comme quand on dit du mal des gens, on dit du mal d'une tierce personne pour se connecter on est deux à dire du mal d'une personne et à se partager on cherche sans arrêt des moyens de se connecter alors qu'on est connecté naturellement. Et ce passage, quand on franchit cette cascade et qu'on se met dans cette position de bienveillance, ça se permet d'avoir des connexions instantanées qui sont immédiates. Et, euh, et dès qu'il n'y a plus ce bruit dans la tête, c'est, euh, c'est le default mode, cette connexion. Et c'est marrant parce que c'est ce que tout le monde essaye de faire, se connecter. C'est le truc toujours qui est là derrière tout ce qu'on fait, c'est la connexion à l'autre. Si on était tout seul sur la planète avec toutes les Ferrari et toutes les maisons de luxe au monde, on serait malheureux comme tout. Il n'y a que ça, cette connexion, jusqu'au moment où on meurt. On aime bien avoir la main de l'infirmière ou de l'enfant dans la nôtre pour pas être tout seul. Cette solitude, elle fait peur et la solitude, on a fait
un webinaire là-dessus. En France, il y a bon, peut-être dans le monde, il doit y avoir 40% de gens qui souffrent de la solitude. C'est une souffrance qui n'a pas raison d'être. Euh, Moi, je me sens jamais seul hein, depuis que je connais les trois principes. Voilà, c'est tout. Merci Hervé. Jonathan, à toi. Ouais, j'ai hésité à lever la main. Je ne sais pas combien de temps on est censé faire durer ce webinaire, mais euh, 90 j'ai- minutes. pardon? On est passé à 90 minutes, donc on a tout le temps. Oh, j'ai une autoroute devant moi. Ok. Absolument, tu as 22 minutes pour t'exprimer. Non, j'aimerais beaucoup complètement abonder dans le sens d'Hervé et même encore peut-être rajouter des tout petits éléments à ce qu'il est en train de dire. Euh, euh, Notre expérience est intimement liée à notre chair, à notre animalité, à notre incarnation. Et nous sommes des animaux grégaires, des animaux relationnels. Et d'ailleurs, on, ce que, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que euh, par rapport aux autres mammifères, l'humain naît précocement. Il n'y a qu'à voir, par exemple, n'importe quel mammifère, ou presque, je ne veux pas dire que c'est 100%, mais n'importe quel mammifère, vous prenez un chat, un cheval, quelques heures après la naissance, il se déplace. Et nous, il nous faut 1 an. Et si, d'un point de vue du développement du système nerveux, si on devait naître à la même maturité du système nerveux que les autres mammifères, la grossesse humaine durerait 18 mois, elle durerait le double. Et qu'est-ce qui fait que l'humain naît précocement? C'est pour entrer en relation. C'est-à-dire que la spécificité de l'être humain, de son système nerveux, de son esprit, euh, nécessite la mise en relation avec autrui, avec un autre, pour aboutir, pour terminer son développement complet. Et en même temps, je rajoute là-dessus euh, euh, une vision des choses qui m'a été induite par une vidéo que j'ai vue de Ginette Forget, qui a créé euh, je ne sais pas comment on appelle ça, une discipline une grille de lecture qu'elle appelle HOLOS, Holos. Mais le plus important de ce que je veux dire là, de ce qu'elle transmet, c'est que le placenta est le premier organe qui se crée dans le développement de l'embryon. C'est le premier organe complet qui ensuite va nourrir le reste de l'amas cellulaire qui va donner ensuite, je crois qu'en deuxième, c'est le cœur, et puis après, voilà, le reste se développe. Et le placenta, en fait, euh, est moi. C'est-à-dire que le placenta, c'est mon ADN, c'est 100% mon identité. Et du coup, la source de la satisfaction de tous mes besoins dans le début de ma vie, c'est pas exactement la mère, c'est moi. Je suis ma propre source. Je suis dans une complétude et tout me vient de moi-même. Et au moment de la naissance et de la section du cordon ombilical, je me retrouve séparé de moi-même en fait. Et je crois bien, enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est comme si l'incarnation dans la chair euh, mémorisait l'unité fondamentale à travers ce, cette fausse dualité qui est une unité placenta-fœtus. Placenta-fœtus semble être deux, semble être une dualité, mais en réalité c'est une unité parce que le placenta, c'est moi. Et, euh, et donc c'est comme si la naissance était la toute première séparation,
mais pas la séparation d'avec la mère, même si c'est aussi ça et que psychologiquement, on sait que ça joue. Et puis, comme Hervé l'a dit, après un an, tout d'un coup, je vois que ma mère n'est pas moi et autres. Et puis, au niveau de la construction mentale, il se passe un truc là. Mais déjà, je crois à la naissance, dans la chair, il y a comme comment, la sortie du jardin d'Éden, pour reprendre un terme un peu religieux, c'est je suis coupé de la source matérielle, biologique, de satisfaction de tous mes besoins. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Et j'arrive pas à trouver le... Ou lever la main. On Merci n'a pas de pour bol. ton partage, Jonathan. Estelle veut nous partager quelque chose, mais on l'entend très loin. Ah, je la voyais pas, elle était cachée derrière mon écran et je me disais, j'entends un bruit de fond. Donc voilà, c'est l'invitation à mettre plus fort. Et comme ça, tu peux... Est-ce que est-ce que c'est mieux? Génial, fabuleux. Super, Vas-y, Estelle. merci. Et c'est pareil, ça me faisait réfléchir sur le dernier partage sur la vie et la vie après la vie, parce qu'il y a des médecins qui commencent à, enfin des médecins de tous les pays qui donnent des données, enfin qui récoltent des données de plus en plus importantes sur des choses qui se passent, des personnes qui sont en mort imminente ou en fin de vie, etc. Comment ça s'appelle, mort imminente? Euh, Il y a un nom, je ne sais plus. Euh, ouais, je vais retrouver le nom, c'est pas grave. Mais du coup, des gens font l'expérience en fin de vie euh, de, ils, ils sortent de leur corps, ou enfin certaines personnes, 20%, je crois, enfin, il y a un nombre assez important de personnes qui parlent de ce genre de vie après la vie, qui voient leur corps de hauteur, qui peuvent parler de ce qui s'est passé dans des pièces différentes, etc. Et on a l'impression que quand on est, enfin, je voulais faire la relation entre le moment où on se sépare du placenta et qu'on a l'impression qu'il y a, qu'on est séparé. Et on a cette même impression en tant qu'être humain qu'on est séparé de la vie. Mais en fait, apparemment, même après la mort, on a l'impression qu'on est séparé, mais en fait, non, il y a une continuité. Et enfin, je n'ai pas du tout fait de recherche dans ce sens, mais il y a des choses vraiment intéressantes euh, à entendre, à écouter et à s'ouvrir, plein de possibilités. Mais on est la vie, et la vie, elle s'exprime différemment et elle prend différentes formes. Et voilà. Donc, je voulais laisser un espace ici sur cette énergie universelle, forme, et sur la vie après la vie, et la vie, point final, en général. Sous toutes ses formes. La vie sous toutes ses formes. La conscience, du coup. Qu'est-ce que c'est? Cette énergie universelle. Voilà. Hervé, tu as levé la main. Merci Estelle. Oui, deux pointeurs, on s'éloigne un petit peu des trois principes, il faut rester focalisé là-dessus, mais sur l'enfance et la première année d'enfance, avant qu'on soit complètement formé, le cerveau continue à se construire. En fait, il n'est pas formé avant un an, hein. Et, euh, et il y a toute la théorie de l'attachement là-dessus qui est passionnante. Je vous conseille d'aller regarder un petit peu plus en détail parce que il y a un tel besoin de relation parce que sinon le bébé meurt sans sa mère avant les premières années
Il y a tout un tas de mécanismes et de constructions cérébrales qui se font, qui sont basés là-dessus. La deuxième chose, c'est le deuxième pointeur, c'est la théorie polyvagale. Je ne sais pas si les gens connaissent, si les gens de Borges, je crois qu'il s'appelle Borges ou quelque chose comme ça, euh, qui dit que le système nerveux autonome, en fait, est construit, des mammifères, on est construit de manière à être en connexion avec l'autre, parce que c'est là, on vit en tribu, et c'est l'autre qui va nous donner l'information qu'on est en train de se faire attaquer. C'est pour ça qu'on a des neurones miroirs, et tout notre système nerveux autonome observe et est en relation avec l'autre de manière à prévenir du danger. Et, et ça aussi, c'est passionnant et je vous conseille d'aller regarder un petit peu cette théorie polyvagale qui montre bien qu'en fait, on est une tribu et on est rattaché déjà à notre groupe, à, à notre meute pour se protéger du danger. Donc, c'est quelque chose qu'on a et qui est pas du tout intellectuel. C'est dans le système nerveux autonome, ça se déclenche automatiquement. Qu'on pense ou qu'on pense pas, c'est là et c'est bien ancré dans notre neurologie. Mais bon, on s'éloigne des trois principes, là. Et de l'amour et de l'esprit. Bah, je sais pas parce que it's all thought et une pensée prend forme et je vois que, enfin, je veux dire, moi dans mon vécu personnel, par exemple, j'ai essayé d'avoir des enfants pendant longtemps et j'en ai perdu trois et j'avais beaucoup de mal à l'époque à me projeter sur, enfin, à comprendre qui j'étais. Je savais pas qui j'étais. Euh, C'était pas clair. Mon projet de vie n'était pas clair, même si il a dû être clair à un moment donné. Euh, Parce qu'en fait, pour donner naissance, il faut avoir envie, quoi. Il faut avoir envie. Et, euh, et je pense qu'à travers notre vécu, on- petit à petit, par contraste, par expérience, on sait pourquoi on est là, ou on commence à comprendre pourquoi on est là, qui on est. Et, et, et non, en fait, je sais pas. Mais ouais, tout prend forme par la pensée. It's all thought. C'est comme ça que je le vois. Et tout va bien tant on se brouille pas l'esprit sur qui on est. Quand on, quand on a une clarté. Euh, Enfin, je sais pas. En même temps, il y a beaucoup de gens qui donnent naissance et qui n'ont pas du tout cette clarté. Donc, non, je sais pas. Je retire ce que je dis. Mais je me demande pourquoi, à un moment donné, les choses prennent vie et parfois ne prennent pas de vie. La vie prend vie et la vie ne prend pas vie. Je suis désolée, j'ai ma fille qui arrive, qui est malade et qui a besoin de moi. Je m'arrête là. Je voulais dire merci à Estelle, mais elle a déjà parlé. Et en fait, ce que je voulais partager au moment où le mot a été dit, repointé vers les trois principes, euh, j'ai eu une expérience de mort imminente, même deux, mais il y en a une qui m'a marqué plus que l'autre. Et effectivement, j'ai vu que je n'étais pas mon corps, que pendant ce moment-là, j'étais à droite et après au-dessus, mais voilà, je voyageais librement.
avec le sentiment que rien n'avait changé, j'étais toujours moi complètement, mais j'étais plus là-dedans. Et ce sur quoi je voulais rebondir, c'était la remarque de Jonathan au début, ne pas confondre la vie et le vivant. Et en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on essaie de se connecter. On est prisonnier de notre corps et on se limite au contour de notre enveloppe physique. Mais on est tellement plus que ça. On est vraiment cet amour universel, cet espace, cette substance sous-jacente aux liens qui ont l'air de faire la connexion en surface. C'est une illusion, le lien n'a jamais été coupé parce qu'on n'est qu'un. Et ça, paraît-il, c'est le grand éblouissement de la mort, de voir le corps en tant que chose vivante, en tant que chose qui a une forme. Toute forme a une durée de vie, une naissance, une vie et la mort. Mais la mort, c'est l'opposé de la naissance, c'est pas l'opposé de la vie. La vie, c'est justement ce qui est sous-jacent à tout ça, qui voit toutes ces formes passer, comme l'océan voit les vagues passer. Les vagues passent, l'océan n'a pas changé, il est toujours là. Et c'était ce que j'avais envie de souligner, puisqu'on parle du principe de vie, de cette énergie d'amour, ça disparaît pas. Et même quand notre corps arrivera à la fin du parcours et que la mécanique va lâcher, on sera toujours là. Et ça, forcément, ça donne du courage parce que on voit qu'il n'y a pas de danger. Et c'est plus facile d'avoir du courage quand on n'a pas peur. Donc, c'est ce que je voulais partager. On a encore quelques minutes. Ça ne doit pas du tout être le mot de la fin. Peut-être que Jean-Marc. Oui. Oui, ce qui me vient là, c'est que peut-être le l'amour, c'est peut-être l'accueil que j'ai reçu ici. Et l'esprit, c'est peut-être les mots qui me permettent de l'exprimer. Et si je sors de, de, de l'amour, autrement dit de la vérité, ça ne devient plus que des mots et ça ne m'envoie pas du tout au même endroit que là où je suis lorsque je me laisse aller à cette vague-là. Et c'est pour moi un exercice qui est de moins en moins périlleux parce que je le fais dans des endroits où c'est de plus en plus ciblé, si on peut dire. Ça veut dire que je sais un peu reconnaître les endroits où c'est possible et il me faut me rôder à à cet apprivoisement avant de pouvoir me sentir plus libre d'être moi-même partout. Mais en attendant, c'est vraiment un vrai bonheur pour moi. Quand je dis bonheur, c'est pas le mot, un vrai luxe pour moi de me frotter à ça dans ces endroits-là. Et pour ça, je tiens à vous remercier tous. Un grand merci à vous tous. C'était, c'était. Et
Sur ces mots, je crois qu'on va clore ce webinaire et on vous retrouve dans 2 semaines. On a maintenant un peu le rythme pour 90 minutes encore sur un thème que je n'ai pas en tête, mais ça va faire l'effet surprise à moins que Liv vienne à ma rescousse. Je vais essayer de venir à ta rescousse. Ou Hervé. Le 14 mars, donc, parce que c'est un peu spécial vu qu'il y a un jeudi 29 qui vient Ah se ouais, greffer. Là, on a une année bissextile. Donc, le ouais, 14 mars, ce sera, si je ne me trompe, un nouveau webinaire autour d'une vidéo de Sydney Banks voilà. qui s'appelle The Power of Thought, le pouvoir de la pensée. Et 15 jours plus tard, on fera un webinaire à nouveau sur cette fois des écrits de Sydney Banks, puisque j'ai décidé de commencer vraiment à partager le livre qui, pour l'instant, ne sort toujours pas, qui est ma traduction de Missing Link. Et donc, on vous enverra, si vous voulez vous inscrire à ce webinaire, vous aurez accès en fait au premier chapitre du livre de Sydney Banks traduit en français par moi et révisé aussi un peu par la communauté, il faut le dire, hein. Qui est un peu validé par nous tous. Et le nom de ce premier chapitre de The Missing Link, que j'ai le livre, je l'ai ici en anglais, c'est tout simplement The Missing Link, donc le chaînon manquant. C'est le chapitre inaugural de tout ce livre philosophique et spirituel de Sydney Banks. Donc, de la bonne matière à travailler, à écouter, à étudier, à lire, et pour réfléchir autour et se faire du bien. Merci beaucoup à tous et à toutes et Merci. au plaisir de vous retrouver. Merci à tous. Un grand merci. Bonne soirée.